Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce vendredi 25 septembre avec ce sentiment de fierté que ressent la population du Burkina Faso. Fierté d'avoir pu déjouer en une semaine le coup d'État qui a été entrepris par le général Diendéré. Hier, au lendemain du rétablissement des autorités de transition dans le pays, les habitants de Ouagadougou ont pu laisser éclater leur joie par ce retour au calme. Malgré tout, quelques questions restent à trancher par les autorités de transition, à savoir ce qu'il en est du désarmement des putschistes du régiment de sécurité présidentielle et de leur demande d'amnistie. Le RSP ainsi que ses 1300 hommes seront-ils dissous, comme réclamé notamment par 2 candidats à la présidentielle? Et enfin, des candidats pro-Compaoré seront-ils intégrés aux prochaines élections, comme demandé par les putschistes? Le débat reste encore ouvert. Après une semaine de terreur pour la population burkinabé, le cauchemar est enfin terminé. Premier signe tangible d'un retour à la normale, la réouverture des banques ainsi que des stations-service hier jeudi. Quelques habitants de Ouagadougou expriment leur espoir retrouvé. Écoutez. Même si on ne le dit pas sincèrement, ça nous a chauffé. On a eu peur, sincèrement, avec ce qui s'est passé là. On demande à Dieu que ça reste comme ça seulement jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il trouve une bonne solution et puis les élections puissent passer bien. Près d'une semaine, on a nos sous qui sont déposés à la banque, mais on ne peut pas avoir accès, puisque c'est fermé. C'est ce matin, dans les réseaux sociaux, que je viens de voir que Coris est disponible. Après les tirs, on s'est mis sous les tables et voilà. On ne se pensait pas qu'on allait fêter aujourd'hui. Grâce à Dieu, ça va. On va fêter et puis manger nos poulets comme il se doit. Et dans ce pays à 60% musulmans, la fête du sacrifice ou Tabaski a pu être célébrée en toute sérénité. Plusieurs milliers de personnes ont ainsi pu prier dans la matinée sur la pelouse et dans les gradins du stade municipal près du centre-ville. Le grand imam de Ouagadougou a notamment prié pour la paix qui, selon lui, a permis à tous ses fidèles de se retrouver hier. Parmi la foule des habitants de la capitale, fiers d'avoir pu faire entendre leur voix une seconde fois après le renversement en octobre 2014 de l'ancien président Blaise Compaoré. En raison de l'Aïd el-Kébir, le président de la transition, Michel Kafando, qui a donc repris les rênes du pouvoir mercredi, a décidé de repousser son premier conseil des ministres d'après le coup d'État et ce sera ce vendredi matin. Alors même si un sentiment de paix retrouvé flotte actuellement au Burkina Faso, pour certains experts politiques, les putschistes de l'ancienne garde présidentielle de Blaise Compaoré demeurent une menace dans le pays. On écoute. Le coup d'État était vraiment motivé par la garde présidentielle qui a eu peur d'être arrêtée à cause de ses liens avec l'ancien régime du président Blaise Compaoré qui était au pouvoir pendant plus de 2 décennies et qui a été délogé par le peuple il y a presque 1 an. Le Burkina Faso est membre du bloc régional de la CEDEAO qui est un peu l'équivalent de l'Union européenne d'Afrique. Et la CEDEAO est officiellement dévouée aux droits constitutionnels et démocratiques. Il ne reste qu'une dictature au sein de la CEDEAO. Tous les autres dans la région fonctionnent sous des régimes démocratiques, bien qu'il y ait des imperfections de temps en temps. Ils étaient vraiment déterminés à appliquer une énorme pression diplomatique et à prendre l'initiative pour que les auteurs de ce coup d'État soient obligés de se rendre face à la démocratie constitutionnelle. Les élections devraient se dérouler quelques semaines plus tard que prévu, mais probablement cette année. Sûrement début ou mi-novembre, quelque chose comme ça. Il va y avoir un risque tant que la garde présidentielle est là, et malgré les aveux d'échec et les excuses du leader du coup d'État, le général Diendéré, la garde présidentielle reste une menace jusqu'à ce qu'un projet à long terme soit mis en place. The presidential guard will remain a threat until their long-term future is clear. En Afrique de l'Est, la rébellion LRA en Ouganda est sous le coup de nouvelles charges portées par la Cour pénale internationale. Ce sont au total 60 nouvelles accusations de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre que la CPI a dévoilées hier jeudi, à l'encontre notamment de Dominique Ongwen, l'un des principaux chefs de la sanguinaire LRA, cette armée de la résistance du Seigneur, une rébellion qui est née dans les années 1980 en Ouganda. Les nouvelles charges portent toutes sur des attaques qui ont été menées entre octobre 2003 et juin 2004 sur des camps de civils. Plus de 100 personnes, dont de nombreux enfants et des bébés, avaient été tués lors de ces attaques. Monsieur Ongwen, rappelons-le, est écroué à La Haye, aux Pays-Bas, depuis qu'il s'est rendu aux forces spéciales américaines en Centrafrique. C'était en janvier dernier.
À sa frontière nord, le Soudan du Sud est toujours, lui, déchiré par une guerre civile depuis décembre 2013. Mais c'est déjà depuis plusieurs décennies que ce pays, qui n'est indépendant du Soudan que depuis 2011, vit dans le chaos. L'illettrisme atteignait déjà 70% au Soudan du Sud avant que les derniers conflits n'éclatent. Et maintenant, après presque 2 ans de guerre, ce sont 1 400 000 enfants qui ne sont toujours pas scolarisés. Pour ceux qui le sont, eh bien, il manque encore d'enseignants ou de livres. Écoutez. Vous vous imaginez, dans une seule classe, vous pouvez avoir 150 élèves. Donc, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que leur enseignant leur apprend. Les enfants sont le futur du Soudan du Sud. Ils sont les leaders de demain. Et ces enfants sont ceux qui vont nous sortir du cercle de la violence que nous voyons ici. Malheureusement, il n'y a pas assez d'espace dans ces écoles et peu d'enseignants. Nous devons avoir des classes remplies jusqu'à 200 étudiants par professeur. Cela montre que même si ces élèves veulent désespérément une éducation, ils ne peuvent pas y avoir accès, que ce soit pour les salles de classe ou la qualité de l'enseignement dont ils ont besoin. Notre peuple au Soudan du Sud n'a pas beaucoup d'éducation, parce que nous sommes en guerre depuis presque 15 ans. L'éducation peut vous donner une bonne vie, elle peut aussi vous aider à distinguer le bien et le mal. Je veux devenir une bonne personne comme le président Obama. Je veux devenir un bon leader. À l'international, le pape François, qui était hier encore en visite aux États-Unis, a exprimé sa solidarité avec les musulmans. C'est au cours d'une prière du soir à la cathédrale Saint-Patrick qu'il a fait référence à la bousculade tragique qui a fait plus de 700 morts hier à la Mecque. Ce premier lieu saint d'islam, c'était lors du Hajj. Le pape François avait été accueilli hier soir en véritable star à New York. Des milliers de personnes étaient venues le saluer et pousser des cris de joie lorsqu'il a remonté la 5e avenue dans sa fameuse papamobile. New York est la deuxième étape du voyage du souverain pontife aux États-Unis. New York toujours, qui était également hier le théâtre d'une autre manifestation. À quelques jours d'un sommet des Nations Unies, plus de 1000 personnes se sont rassemblées pour prendre part à la campagne internationale Action 2015, la campagne qui s'est également tenue à Sydney, à Delhi ou encore à Londres et qui appelle les dirigeants du monde entier à poursuivre les 17 objectifs du développement durable qui devaient être signés ce week-end à l'ONU. Leur but, s'attaquer aux problèmes de l'extrême pauvreté, mais aussi du réchauffement climatique. Et je vous propose d'écouter la déclaration du directeur de l'ONG Save the Children qui était présent hier. En Afrique du Sud, en Inde, au Brésil, à Londres ce soir, en France, il y a des dizaines de milliers de personnes qui passent à l'action à la veille de ce sommet historique et ils envoient un message aux dirigeants qui rassemblent, qui est « Ne venez pas simplement ici pour signer sur les pointillés, vous devez accomplir pour mettre fin à l'extrême pauvreté, pour combattre l'inégalité et pour éviter un changement climatique dangereux. » L'Organisation des Nations Unies dont on parlait à l'instant, cette institution internationale dont l'Assemblée générale se tient dans quelques jours, eh bien, elle se prépare à fêter cette année ses 70 ans. Retour sur 7 décennies d'histoire avec ce reportage. Avril 1945, la Deuxième Guerre mondiale touchant à sa fin, la nécessité de prévenir tout autre conflit mondial est urgente pour les forces alliées. Les 51 États membres ayant pris part à la conférence de San Francisco conviennent alors d'une charte qui donne naissance à l'Organisation des Nations Unies. 70 ans plus tard, les experts estiment qu'il s'agit d'une réussite diplomatique. Il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale ces 70 dernières années. J'attribue cela aux opérations de maintien de la paix par l'ONU. C'est une grande réussite. 71 opérations de paix, éradication de maladies avec l'aide de son agence sanitaire, l'OMS, et des milliers de réfugiés qui dépendent de son aide humanitaire, l'ONU a plusieurs succès à son crédit. Mais la médiation onusienne a récemment échoué en Syrie et auparavant au Darfour, et l'ONU elle-même s'est excusée de son impuissance lors du génocide rwandais qui aura fait plus de 800 000 victimes. L'ONU aurait pu faire plus. Nous aurions dû faire plus. Nous avons promis plus jamais, jamais, jamais. Un échec, mais pour ses défenseurs, l'ONU ne peut être forte que si ses États membres le lui permettent. S'ils ne sont pas prêts à prêter main forte, l'ONU ne peut rien faire. Si le Conseil de sécurité refuse de se mettre d'accord sur l'envoi de troupes pour opérer pour le compte de l'ONU, eh bien rien ne se passe. L'organisation est donc limitée sur ce qu'elle peut faire. Elle dépend entièrement de ses États membres. Les puissances vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, fondatrices des Nations Unies, détiennent toujours un droit de veto au Conseil de sécurité, alors que l'Allemagne et le Japon restent exclus.
Les puissances émergentes comme le Brésil et l'Inde estiment avoir aussi leur mot à dire. Je pense qu'il doit y avoir éventuellement des changements au niveau du Conseil de sécurité. Vous ne pouvez tout simplement pas laisser 5 pays qui ont été les grandes puissances en 1945 rester les plus grandes puissances en 2015. Sinon, le Conseil de sécurité ne sera plus perçu comme légitime. À 70 ans, l'ONU vient de terminer la rénovation de son siège de New York. Le prochain chantier risque d'être la réforme de ses institutions. Un mot d'automobile maintenant avec Bloodhound, la voiture qui va plus vite qu'un avion. À seulement quelques mois avant une tentative de record qu'elle va essayer de battre en Afrique du Sud, la voiture supersonique a dévoilé hier jeudi ses courbes. C'était à Londres. Pour l'occasion, 8000 personnes sont attendues pour découvrir cet appareil, capable selon ses ingénieurs de franchir les 1000 miles par heure, soit 1600 km/h. Le Bloodhound SSI a la vocation de battre des records, mais aussi d'intéresser à nouveau les jeunes au métier de l'ingénierie. Il faut dire que le bolide est équipé d'un moteur d'avion de chasse et de fusée qu'il affiche 135 000 chevaux sous le capot. Il est puissant comme 180 voitures de Formule 1 combinées et est plus rapide qu'une balle de pistolet. En 1997, Andy Green, pilote de chasse à la Royal Air Force, avait établi un nouveau record de vitesse sur route, 1228 km/h au-delà du son. Eh bien, c'est avec la même équipe et toujours Andy Green au volant qu'il compte désormais exploser ce record avec cette nouvelle flèche. Ce sera l'année prochaine dans le désert de Hakspin-Pan en Afrique du Sud. Terminons notre flash information avec de belles images de mode à présent. En Italie, la Fashion Week de Milan fait la part belle à la mode africaine. Pour 4 stylistes du continent qui étaient invités à présenter leur collection en marge de l'événement, le succès de la mode africaine doit désormais plus à sa qualité qu'à simplement son côté ethnique. La Sud-Africaine Sindizo Khumalo se dit ainsi fière que les vêtements qu'elle vend soient fabriqués au Cap et de manière éthique, et ce loin de tout atelier clandestin. Inspirée par son pays d'origine, sa collection est présentée à Milan, à la boutique Bifi, une véritable institution en Italie, et ce aux côtés de celle de 3 autres designers d'origine africaine. On retrouve l'américano-ghanéenne Mimi Plenge, le sud-africain Ladouma Nsokolo, ainsi que Sophie Zinga, née au Sénégal mais élevée à New York. Et je vous propose d'écouter ces commentaires de quelques créatrices de mode africaines ainsi que du fondateur de la Ethical Fashion Initiative. Je pense que les gens achètent mes vêtements parce qu'ils sont de bonne qualité, pas uniquement parce qu'ils proviennent d'Afrique. Voici ce que nous, moi et les autres créatrices ici aimons penser. Nous sommes certes africains, mais nous sommes avant tout des stylistes. Je suis une femme, une mère, je suis toutes ces choses. Mais les gens devraient acheter ma marque parce qu'ils aiment les produits et qu'ils pensent que c'est de la bonne qualité. C'est fondamental pour moi. Est-ce que la mode, ça marche ? Si la réponse est oui, alors oui, achète mes créations. Et le plus, c'est que c'est africain. Bien sûr que c'est génial puisque c'est africain. Toutes ces broderies, ces décorations en perles, toutes ces choses sont faites à la main. C'est une technique que le monde occidental a un peu perdue. Car aujourd'hui, les gens veulent tout rapidement, ils le veulent tout de suite. Mais quand vous portez attention à la couture et que vous vous attardez sur les finitions, vous voyez à quel point il est important d'avoir ces ateliers avec ces artisans. Je pense que ce travail est amené à être reproduit. La Ethical Fashion Initiative offre cette opportunité à des groupes de femmes et à tous ces individus travaillant en Afrique qui sont capables de produire ce genre de travail à ce niveau. Vous obtenez uniquement ce magnifique rendu quand c'est fait à la main, minutieusement, avec beaucoup de sens et d'esprit. Nous travaillons aussi dans le but de guider les créateurs émergents d'Afrique, car ils sont très créatifs et demain, ils peuvent devenir ceux qui donneront du travail aux petits producteurs, aux artisans et autres. Il y a un vivier de talent en Afrique. Regardez, je suis italien et je ne suis plus jeune. Quand je l'étais, l'Italie était un vivier de créateurs et d'artisans. Aujourd'hui, l'Afrique prend le relais. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 25 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end. À lundi.